sur les plateaux télé, aux matinales radio, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que le débat est partout. On débat d'actualité, on donne son avis, on répond aux attaques, on soutient un mouvement, on en boycotte un autre. Le dialogue, lui, il a l'air de se faire plus discret, mais il n'a pas toujours une très bonne représentation. On se le représente souvent tendu, un camp contre un camp. Alors, est-ce que le dialogue est devenu dangereux ? Découvrez dans ce podcast la différence entre un débat et un dialogue, les avantages du dialogue sur le débat et comment minimiser les risques inhérents au dialogue. Ce petit déjeuner thématique a été animé par Raphaël Tisbla, expert en résolution de conflits, médiateur et facilitateur de dialogue interculturel et interconfessionnel. Alors, d'abord le contexte. Le contexte, pourquoi est-ce qu'on fait du dialogue? Pourquoi est-ce qu'on veut mettre des groupes qui sont en tension, qui sont différents en dialogue? Parce que on est dans une société qui se tend et dont les divisions se multiplient. Il y a énormément de lignes de fracture. Donc, voilà ce qui se passe. Et les lignes de fracture changent continuellement. C'est-à-dire qu'on peut être, je ne sais pas, racisé par exemple et relativiste, être qualifié de relativiste ou être complotiste et laïcard par exemple. Tout ça, c'est des identités, des sortes de convictions ou des groupes voilà, d'identités qui peuvent se recouper, qui sont différents, qui s'empruntent des étiquettes les unes aux autres. Donc tout ça devient extrêmement compliqué, mais néanmoins, les effets sont réels, c'est-à-dire que la confrontation permanente, elle est réelle. Donc c'est ça le contexte. Le contexte, c'est aussi un contexte où il y a une compétition de plus en plus forte, de plus en plus massive entre ce que j'appellerais les plaideurs, c'est-à-dire ceux qui ont des causes à défendre. Et ces causes, elles sont effectivement bien souvent, le plus souvent à défendre, mais les plaideurs sont de plus en plus nombreux, cultivent leurs différences aussi et parlent de plus en plus fort et à de plus en plus de monde, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et un des soucis que je vois poindre parfois, même si je comprends d'où ça peut venir, c'est de la part de ces plaideurs une sorte de tentation de défendre leur cause en normativisant ou en réglementant notre expression, c'est-à-dire en disant attention, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne doit pas dire, et tout ça, on peut comprendre d'où ça vient, parce qu'effectivement, il y a des mots, des expressions qui font du mal, parfois des mots qui contribuent à alimenter une haine ambiante, qui contribuent peut-être à des crimes. Mais c'est vrai que cette tentation, elle est de plus en plus forte aussi de cadrer, de normativiser la manière dont on doit s'adresser aux autres, les sujets auxquels qu'on doit aborder. Et comme on a dit avec Citoyenneté Possible, voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est de promouvoir le dialogue, même sur les sujets qui fâchent. Depuis plus de 15 ans, à Citoyenneté Possible, on a choisi de promouvoir le dialogue citoyen dans nos actions de terrain. Alors, quels sont les avantages du dialogue sur le débat ? Quelles sont leurs caractéristiques et différences ? Ce qui qualifie quand même le dialogue de manière assez déterminante pour moi, c'est le mélange entre un échange intellectuel, rationnel, la logique, etc., les discours, même idéologiques, et un niveau personnel aussi. On va parler de soi, on va parler de son histoire, on va parler de ses valeurs, de ses émotions. Tout ça est bienvenu dans le dialogue. Et donc, c'est ça qui fait sa richesse. Parce que l'objectif du dialogue, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre les uns des autres. Pour moi, alors voilà, je vous donne un petit peu certaines caractéristiques pour moi qui différencient le débat du dialogue. Pour moi, quand je parle de débat, je parle typiquement de ce qu'on voit tous les jours à la télévision, quoi. Par exemple, quand il y a un débat entre des invités sur certaines chaînes d'infos, entre quelqu'un d'un bord politique et quelqu'un d'un autre bord politique, il y a une sorte d'atmosphère de compétition, une atmosphère menaçante. Je vais gagner pour que l'autre perde. Je vais essayer de prouver que j'ai raison et que l'autre a tort. Et en général,
On n'y arrive jamais. On dit que c'est au public de décider qui a eu raison, qui a eu tort, mais finalement, personne ne change d'opinion dans ces débats-là. Ça n'est jamais arrivé. Dans un dialogue, on est dans une atmosphère finalement de coopération. Les règles du jeu changent. C'est pas, on n'est pas en train d'essayer de gagner sur l'autre. On est en train d'essayer d'apprendre et de comprendre. Euh, euh, on n'essaye pas de s'interrompre, du coup, on essaye de s'écouter et de se répondre dans un objectif de coopération et encore une fois d'apprentissage. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, les émotions, la place des émotions, elle est vraiment normalisée. C'est-à-dire que dans un débat, notamment voilà, dans un débat télévisé par exemple, dès que quelqu'un se met en colère ou qu'il exprime une certaine émotion, c'est pris comme une faiblesse, c'est pris comme quelque chose qui n'est pas bienvenu dans le débat parce que ça brouillerait la raison qui doit être la maîtresse des échanges. Euh, En dialogue, les émotions, elles sont reconnues et elles sont reconnues parce qu'on sait qu'elles ont une utilité indéniable qui est qu'elle permet de comprendre le pourquoi derrière le quoi. C'est ça que cultive le dialogue. Euh, sur les questions, évidemment, on pose des questions ouvertes et non pas des questions fermées. Hein, on ne dit pas, mais vous pensez ça ou ça? Non, parce qu'on pense que l'être humain est plus complexe. Donc le dialogue permet de la coopération quand un débat suscite l'opposition. Mais comment se positionner dans un dialogue et dans un débat? D'autres différences, dans un débat, on place l'autre dans une situation de devoir représenter son groupe. Et on se place soi-même aussi dans une situation de représenter son groupe. Justice à cette complexité-là, à cette subtilité. On parle de son propre point de vue, on parle de son propre vécu, et on n'est pas obligé de représenter l'autre, et on ne place pas l'autre dans cette position-là non plus. Comme je disais, dans un dialogue, on peut douter, on a le droit de changer d'avis, on a le droit aussi de faire une sorte de mea culpa. Tout ça, c'est bien vu, ça fait partie, ça n'est pas vu comme une faiblesse. Et ça fait partie du processus normal. Et évidemment, ensuite, on va parler de solutions, parce que le dialogue, c'est pas seulement échanger et apprendre, c'est aussi évoquer des solutions pour régler certains problèmes qui nous sont communs. Et dans un dialogue, c'est là où je pense que on peut être vraiment beaucoup plus créatif, que les solutions des uns et des autres peuvent se combiner au lieu de s'exclure. Donc, un espace de dialogue, pour moi, c'est un espace sécurisé où on peut s'exprimer pleinement, même quand il y a un désaccord. C'est un espace de respect aussi, donc d'authenticité et de respect, c'est-à-dire on est vraiment soi-même et en même temps, on fait en sorte que être soi-même, ça ne vient pas heurter les autres. Il y a une culture du respect. Et en même temps, où il y a une certaine dose d'inconfort aussi, parce qu'on va entendre des choses qui ne nous plaisent pas, au début en tout cas. On va entendre des gens qui sont différents de nous, et on va être amené aussi à réexaminer nos propres postulats, nos propres opinions. Donc, ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément confortable. Ça, on le dit. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'apprendre de soi-même et d'apprendre des autres. Le dialogue permet d'entendre des opinions différentes et de découvrir des témoignages de vécu. Justement, comment le dialogue permet d'établir un cadre propice aux échanges? Le cadre, c'est important de parler du cadre, parce que ce n'est pas n'importe lequel. On parle de participation volontaire, on ne peut pas être forcé à aller en dialogue. En même temps, une fois qu'on est là, on encourage, les facilitateurs encouragent les participants à partager. La confidentialité, c'est important. On prend collectivement la responsabilité du respect des échanges, c'est-à-dire le facilitateur insuffle un peu cette culture de on est tous un peu responsables les uns des autres et responsables de l'inclusion au sein du groupe. Hein, faire en sorte que chacun se sente aussi bienvenu dans le groupe. L'authenticité, comme j'ai dit, hein, on essaye de s'exprimer, de dire ce qu'on a à dire aussi, pour autant que ce soit respectueux. Le parler-jeu, c'est-à-dire on parle de son expérience, on parle pour soi, on ne dit pas vous, vous êtes comme ça. On essaye de dire voilà, moi, ce que je pense, ce que je ressens, c'est ça. Le non-jugement, voilà, on essaye de ne pas attaquer les personnes. On peut critiquer les idées, bien sûr. On essaye de ne pas attaquer les personnes. On pose des questions pour comprendre et non pas pour convaincre. On essaye aussi d'éviter de comparer et de hiérarchiser les expériences. Je sais qu'avec Citoyenneté Possible, on est très dans ce credo-là, c'est-à-dire d'essayer d'éviter la compétition des mémoires, par exemple.
Le dialogue crée des espaces permettant d'exprimer aux autres son vécu, ses idées, ses ressentis, le tout sans jugement et sans hiérarchisation. Mais quelles sont les limites du dialogue? Euh, on parle d'espace de courage, alors en anglais on dit brave space, par opposition ou par différenciation avec safe space, c'est-à-dire que on voudrait que dans le dialogue, ça soit totalement sécurisé, qu'on puisse se sentir bien et que on ne se sente pas attaqué ou en danger moralement, psychologiquement ou physiquement. Mais pour moi, la sécurité, elle n'est jamais garantissable à 100%. Si vous ne voulez pas, vous ne vous sentez pas prêt à dialoguer. Et est-ce qu'il y a pour vous certains risques du dialogue? Je vais juste passer en revue certaines des choses pour lesquelles le dialogue est critiqué. D'abord, comment négocier, comment dialoguer ou négocier, et souvent pour les critiques, c'est la même chose. Hein, quand on dialogue, ça veut dire qu'on négocie. Alors, on va voir que ce n'est pas le cas. Comment on peut négocier avec la haine? Le dialogue, ce n'est pas négocier. On n'essaye pas de chercher un compromis dans un dialogue. On essaye d'apprendre et de comprendre simplement. C'est apprendre et comprendre. Et éventuellement, chercher des solutions, mais ça n'est finalement que secondaire. Euh, il ne s'agit pas de trouver un compromis. Un compromis, ça veut dire tu as un peu de ça et puis moi j'ai un peu de ça. Non, dans un dialogue, c'est normalement une relation gagnant-gagnant où on n'est pas voilà, on n'essaye pas de concéder des choses ou gagner des choses aux dépens de l'autre. Un dialogue, c'est on essaye de dépasser les clivages pour se connecter en tant qu'être humain. Et moi, je pense que même l'extrême droite est composée d'êtres humains. Voilà, c'est ma croyance. Même si ça peut être difficile à accepter certaines fois. Mais voilà, on se connecte à ce niveau-là. Donc, on n'essaye pas de négocier. On n'est pas aveugle non plus face à l'oppression. Quand il y a des signes clairs de domination et d'oppression dans un dialogue, le facilitateur n'est pas là pour dire non, non, je ne vois rien, ça n'est pas mon problème. Par contre, il est multipartial, c'est-à-dire qu'il fait en sorte, non pas que les idées soient promues, mais que les personnes au sein du dialogue, qui sont d'identités et de convictions différentes, par exemple, aient la même chance de s'exprimer et d'être écoutées. C'est ça la multipartialité, c'est ça que fait les facilitateurs. Raphaël nous partage son expérience d'un dialogue réussi sur la thématique des relations entre Israël et la Palestine. Un exemple, c'est avec le dialogue judéo-musulman, un dialogue que j'ai pu avoir avec des juifs et des musulmans venant d'Israël, pour certains juifs qui venaient d'Israël et puis d'autres d'ailleurs, etc. Et puis des musulmans dont certains venaient de Palestine aussi. C'était si je ne m'abuse, en 2015, pardon, juste après l'opération Plomb durci à Gaza. Si je ne me confonds pas les noms des opérations, bref, peu importe. On venait de passer un mois à voir une opération militaire en territoire palestinien. Ça a été très tendu, évidemment. Il y a eu des morts. Et sur les réseaux sociaux et voilà, en dehors du conflit, en Israël-Palestine, mais aussi ailleurs, il y avait énormément de confrontations, énormément, évidemment, de prises d'opposition, beaucoup de discours de haine des deux côtés. Et voilà, et on devait dialoguer en face à face après ce mois de tension très forte. Et il y avait de tout dans le groupe, c'est-à-dire de toute nationalité, de tout positionnement aussi par rapport à cette question. Et on a réussi à... Voilà, tout le monde s'est exprimé. Il y a eu des pleurs. Il y a eu des pleurs parce que simplement, on s'est rendu compte que aussi les gens étaient victimes elles-mêmes de l'escalade dans laquelle elles s'étaient trouvées. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont pris conscience du fait que finalement, elles aimeraient bien ne pas avoir à ressentir de la haine envers l'autre, qu'elles aimeraient bien ne pas avoir à être constamment à trouver des arguments pour développer leur position, pour défendre leurs arguments, etc. Et que voilà, cette prise de conscience-là déjà a été une immense valeur de ce dialogue-là. Et cette volonté de ne plus être pris justement en otage de l'escalade et des positions souvent extrémistes aussi des deux bords. Voilà, simplement en échangeant
sur son vécu, sur comment on a vécu les événements, sur d'où viennent ça aussi, sur pourquoi telle personne est pro BDS, un boycott d'Israël, pourquoi telle autre personne se réclame comme assurément sioniste, pourquoi d'autres essayent de promouvoir la paix, etc. Voilà, on a essayé de comprendre d'où venaient les uns et les autres, et on a parlé des émotions, on les a accueillies. Les gens ont eu le droit de pleurer, les gens ont eu le droit de crier, et on a eu le droit aussi, en tant que facilitateur, de leur demander d'où vient cette souffrance. Et c'est à ce niveau-là, à ce niveau vraiment proprement humain, c'est-à-dire émotionnel, que les gens ont pu se reconnecter les uns aux autres. Et qu'on a pu… tout le monde n'est pas tombé, ne s'est pas transformé en pro-palestinien, ou tout le monde ne s'est pas transformé en pro-israélien à la fin de la session, évidemment, heureusement, mais on a eu vraiment un rapport de confiance, et pendant toute une période, ces gens ont continué à se parler, ont continué à confronter leur point de vue, mais de manière comme ça, à la fois authentique et respectueuse. Parler c'est bien, agir c'est mieux, nous disait Raphaël. Le dialogue, c'est la première étape à l'action. En créant les conditions d'un dialogue, on peut réfléchir et converger ensemble vers des solutions. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur nos prochains événements sur notre site internet citoyennetépossible.com à la page Notre calendrier. Pour nous soutenir, aimez et partagez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Encore une fois, on lit tous vos retours. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis surtout, prenez soin de vous, vivez un bon thé à la menthe et plus que jamais, continuez le dialogue.